Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. Vous retrouvez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts sur des sujets qui concernent les startups. Aujourd'hui, je reçois Pascal Joguet, le cofondateur et dirigeant de Jouer Music Instrument, une société qui crée des instruments de musique d'un nouveau genre, qui rayonne à l'international mais qui est basée à Bordeaux. Pascal est un entrepreneur récidiviste. Après une première aventure durant laquelle il a quasiment coché toutes les cases de l'entrepreneur en start-up, il a connu des grands moments, mais aussi beaucoup de fatigue accumulée. Après cela, il s'est lancé dans sa nouvelle aventure, encore plus alignée avec ses passions et avec ce qui résonne en lui, la musique. Je vous recommande donc vivement cette discussion et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Guillaume. Eh bien, bienvenue sur ce podcast. Je suis ravi de t'accueillir, très content parce qu'aujourd'hui on va parler avec toi de ton parcours que, à titre personnel, je trouve juste hyper inspirant et donc j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Alors je vais te laisser te présenter après, hein, mais on va dire que tu es un véritable passionné de musique et de technologie. Je vais te résumer comme ça si tu le permets. Et on va voir comment ces deux passions, au final, ça s'est retrouvé tout au long de tes aventures entrepreneuriales. Donc voilà, je te laisse la main pour te présenter. Merci Guillaume, je voulais juste un mot sur le podcast. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer et de partager mon expérience avec tous les auditeurs. Je trouve que c'est quelque chose de très précieux de pouvoir partager comme ça avec des gens qui ont soit envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, soit qui y sont déjà. Donc ravi de cette interview. Alors, moi, je m'appelle Pascal Joguet, j'ai 47 ans. Je suis aujourd'hui dans la région bordelaise où j'ai grandi. Et comme tu l'as dit, c'est assez bien résumé. J'ai 2 passions dans la vie, c'est la musique et la technologie. Alors, c'est facile à dire aujourd'hui, mais je savais pas ça, quand j'étais plus jeune. Enfin, je savais que j'avais ces 2 passions-là, mais je n'avais absolument aucune idée que je pouvais vivre de ça. C'est-à-dire que ces 2 passions allaient pouvoir, m'accompagner dans ma vie professionnelle. Mhm. Et alors je fais peut-être, figure de vétéran là, tu vois, avec mes 47 ans. Voilà, je fais partie de ces gens, où j'ai une génération où, si tu veux, dans le monde, éducatif de l'époque, il y avait pas du tout d'ouverture sur, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire plus tard et cetera et on n'avait pas encore, tout cet échange autour de: «Bah oui, 80 des métiers que vous allez faire, ils n'existent pas aujourd'hui», quoi, tu vois? Ce Mhm. genre de métriques, on les avait pas du tout, il y avait pas du tout ce discours et donc on t'orientait toujours vers des filières un peu, tu vois, classiques et bien maîtrisées. Il fallait pas faire peur aux parents, il fallait que les profs soient contents et cetera et moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça me parlait pas du tout et j'arrivais pas à trouver ma voie, quoi. Donc j'ai mis Mhm. très longtemps, en fait, à comprendre que, non, en fait, mes passions pouvaient devenir, un métier, tu vois? Donc je pense que ça, c'est un tu vois, c'est un premier message, mais je pense que c'est hyper important pour les gens qui débutent aujourd'hui, qui ont une passion, qui ont une envie, qui ont quelque chose qui les attire vraiment. Tous les métiers sont possibles, en fait et il faut juste, voilà, y mettre tout son cœur et avancer et puis ça s'ouvre, voilà. Donc ça c'est je pense qu'aujourd'hui c'est plus simple, il y a plus cette Mhm. ouverture. Il y a encore du chemin, hein, mais Ouais. c'est déjà beaucoup plus présent qu'à mon époque et moi si on m'avait dit ça quand j'avais 18 ans, j'aurais juste, en fait, commencé, 7 ans plus tôt l'aventure, quoi, tu vois? Mhm. Ouais. Donc voilà, donc moi mon parcours, bac scientifique à Bordeaux, pas très bon à l'école parce que j'aimais pas ça. Donc je l'ai eu, de justesse, après je savais pas quoi faire, on n'a pas su vraiment m'orienter, puis ça m'intéressait pas ce qu'on me proposait. Donc je me suis inscrit en fac de sciences. J'y ai perdu 5 ans. Alors c'est jamais complètement perdu, tu sais? Parce que Ouais. déjà tu apprends des trucs et puis en plus j'ai rencontré, la fille qui allait devenir mon épouse donc voilà, j'ai pas tout perdu là-bas. Mais Ah oui, j'y ai quand même complètement. voilà, mais j'y ai quand même perdu du temps, 5 ans pour réaliser qu'en fait, j'étais pas fait pour ça, ça m'intéressait pas, je voyais pas ce que je voulais faire. À côté, j'ai toujours fait de la musique, je suis pianiste, je fais de la guitare, de la flûte traversière, je suis issu d'une famille de musiciens, il y a toujours de la musique à la maison, mais on est dans ma famille, ça a toujours été des amateurs de musique, hein, c'est-à-dire des gens Mhm. qui écoutent beaucoup de musique, qui font d'un instrument, mais pas de carrière professionnelle Ok. et je me suis dit: «Mais moi j'adore la technologie, j'adore la musique et peut-être que je devrais faire ingénieur du son», quoi, tu vois?
Donc OK. heu, donc voilà, donc je me suis lancé là-dedans au bout d'un moment. Je me suis dit: «Je vais passer des concours, essayer de peut-être de rentrer dans une école». Il y a que 2 écoles en France qui sont, estampillées, ingénieurs du son en France, c'est Louis Lumière et la FEMIS. Et Mmh. j'ai bien réussi les concours, il y a tu sais, il y a 3 000 personnes qui, qui se présentent et à la fin, ils en prennent 16. Et j'étais jusqu'au stade des 80, donc j'étais quand même content de OK. moi, mais ils m'ont pas pris. Et a posteriori, je suis assez content qu'ils m'aient pas pris parce qu'en fait, c'était pour faire du son au cinéma principalement, hein. Louis Lumière et la FEMIS, c'est du cinéma et du cinéma à la française, et moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Donc j'ai fait ma voix à côté, j'en ai parlé à mes parents, ils ont été OK pour m'inscrire dans une école privée, qui s'appelle la SAE, School of Audio Engineering, qui était à Paris, en Seine-Saint-Denis. Et c'était une formation, assez courte puisque c'était 18 mois en alternance. Et là, j'ai pris mon pied total, quoi. Donc je me suis trouvé dans mon élément et j'ai pu apprendre tout ce que je voulais sur la technologie et la musique. Et puis voilà, j'étais dans mon élément, j'ai fini major de promo, de toute la France entière et même de l'Europe, je crois, et j'étais chez moi. Waouh! Voilà. Ah ouais. Ah ouais, ouais, passionné, donc là, tu t'es mis à fond dedans, quoi. C'est ça, c'est autant avant, tu disais à l'école pas très bon parce que pas très intéressé, autant là, t'étais tellement Bah, à fond dedans ouais, que c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment d'un profil où, si tu veux, soit ça m'intéresse et j'y vais à 3000, soit ça m'intéresse pas et je fais rien, en fait. Parce que c'est s'il y a pas la passion, j'arrive pas à me motiver sur un truc. Alors, avec l'âge, on comprend qu'on peut faire des choses qu'on n'aime pas, hein, il faut les faire aussi. Mais étant jeune, avec, c'est mon énergie, j'avais juste envie de la mettre dans les trucs qui me faisaient kiffer. mmh. Donc Voilà. là, tu arrives diplômé, et très bien diplômé de ce que tu dis, Oui, ouais, et tu débutes ta carrière, en tant qu'ingé son, c'est ouais, ça? en Ou? fait, donc pendant cette formation, il faut faire une alternance, et je postule à plusieurs endroits pour trouver un stage, et je suis pris à l'IRCAM, qui est le centre de recherche acoustique et musique qui a été monté par Pierre Boulez à Paris. Et les gens de la SAE me disent: «Mais tu as aucune chance, il y a jamais personne qui a été pris là-bas», et moi, ils me prennent. Donc je suis le premier à être pris à l'IRCAM là-bas, donc je suis super content, et je vais travailler avec des gens qui travaillent vraiment dans la technologie de la musique la plus avancée au monde. Mmh. C'est le plus gros centre de recherche mondial, autour de la musique, ça, c'est un truc assez incroyable. Il y a 200 chercheurs et cetera, et je vais me retrouver plongé là-dedans, pendant des mois, et une fois que j'ai mon diplôme, ils me proposent de m'embaucher, et je vais bosser là-bas pendant, à peu près 5 ans, en fait. Waouh! Alors ils vont m'embaucher d'abord, et puis, c'est là qu'on va pouvoir switcher sur le côté entrepreneur, même si j'avais pas mis ce nom dessus, parce que je savais pas que j'étais entrepreneur, mais ils m'ont embauché, et au bout de 6 mois, je leur ai dit: «Écoutez, en fait, je voudrais démissionner. Je voudrais continuer à bosser avec vous, mais je voudrais démissionner parce que j'ai besoin de faire d'autres trucs à côté, et j'ai d'autres projets, je voudrais pouvoir faire les trucs en parallèle». Voilà. Donc j'ai continué à bosser pour eux. Moi, j'étais intermittent du spectacle à l'époque. C'était Mmh. mon statut et ça me permettait de faire plein de choses. Donc j'ai continué à travailler à l'IRCAM, et à côté à travailler pour, le disque, pour, un peu de cinéma, du jeu vidéo, des, documentaires télé. J'ai fait plein de trucs, en tant qu'ingé son, voilà. C'était mon OK. parcours. Ouais, comme ça, tu avais à la fois, les projets, peut-être qui te faisaient, kiffer, voilà, qui te donnaient envie d'aller découvrir des milieux, des mondes, et qui finalement, continuaient de te former parce qu'en allant dans le Ouais, cinéma ou absolument. dans le jeu Ouais, vidéo, tu arrives dans quand même des milieux différents, ouais, et quand même le côté, à l'IRCAM, à la pointe, on va dire, de exactement. Ouais. Il y avait top. vraiment cette envie chez, enfin, je me rends compte maintenant, hein, tu vois? Tu l'analyses pas quand tu le fais, mais si je regarde maintenant un peu en arrière, je me dis: «J'avais vraiment soif de savoir le maximum de choses et d'apprendre le maximum de choses sur ce sujet». Et je l'ai fait effectivement en expérimentant et en faisant les choses, en tant qu'ingé son dans différents domaines, et en apprenant d'où en était la technologie et les avancées, technologiques et dans la recherche, dans le milieu, quoi. Voilà. Donc ça m'a permis OK. d'avoir une espèce de compréhension un peu comme ça à 360 de ce milieu, et certainement d'avoir mes premières idées, tu vois? Mmh. Qui émergent de ça, quoi. Et voilà. Donc tu vois, en fait, moi, je me suis jamais considéré comme un entrepreneur à la base. Maintenant, je le dis, mais ça date d'il y a 3 ans, tu vois? Donc OK. tout ce que j'ai fait avant, je savais pas que j'étais entrepreneur. Et donc, là, tu as ces années, on va dire, ingé son, on va dire, et moi, je note 2002, voilà,
Ouais, 2001-2002, il se passe à mon avis un gros changement pour toi ouais. dans ta vie. Raconte-nous. Ouais, bah, c'est presque 2000 ans lycée de l'espace, quoi, tu vois? Donc c'est 2002, c'est la création de la première société que je vais monter qui s'appelle, Jazz Mutant à l'époque, Mhm. qui est en fait qu'on monte avec 4 copains. Enfin pardon, on est 4 copains, donc il y a 3 copains en plus de moi, et ça vient de discussions et d'envie de faire des choses qui n'existent pas encore et dans mon milieu, hein, de la musique et de la technologie. Je me rappelle, il y a un épisode, c'est, justement, j'ai été convié par le Centre Georges Pompidou à bosser sur un long métrage, donc un film, hein, heu, expérimental d'un réalisateur qui s'appelle Vishwanathan, qui est, indien, d'origine, indienne. Et c'est un travelling pendant 2 heures et demie ou 3 heures, je sais plus, un travelling, continu, dans l'Inde. Et donc on voyage, dans un train, à bord de voiture, à pied, à vélo, et cetera, dans toute l'Inde. Et je vais devoir monter, le son, de ce film. Et donc Ok. on me promet la grande salle, tu sais, de mixage, dont je rêvais quand j'étais gamin, avec, les je sais pas combien de faders, de boutons partout, enfin le cockpit d'avion, quoi. Donc je suis ravi de ça, je vais enfin pouvoir, là, je sais pas, j'ai 22 ans, 23 ans, je sais pas, et je me dis, «C'est cool, je vais enfin, faire comme les grands», quoi, tu vois? Et puis le jour de commencer le mixage et le montage, il y a un projet plus important qui arrive au Centre Georges Pompidou, et on nous relègue, moi et le réalisateur, dans une toute petite salle qui doit faire, 10 mètres carrés, et il y a juste un ordinateur avec un Pro Tools. Donc Pro Tools, c'est le logiciel de montage le plus utilisé sur la planète pour faire de la prod de son. Et je vais devoir, travailler pendant 3 semaines sur, le montage son et le mixage, tout à la souris. Waouh, l'ascenseur émotionnel. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, je le fais et je me rends compte qu'il y a quand même un vrai problème, si tu veux, avec cette souris et ce clavier, qui sont très, très adaptés à la base, pour l'ordinateur, pour ce qu'il était censé faire au début, à savoir rentrer du texte, et des chiffres. La bureautique, ouais. Bureautique, hein, ou programmation, mais en tout cas, voilà, c'est fait pour ça à la base, et qui est pas du tout adapté, pour piloter des softs de musique ou de post-prod, tu vois? Mhm. Et je me dis, j'ai cette console de mixage qui est devant mes yeux, tu vois? Où il y a, je sais pas, il y a 100 pistes, et je dois y aller un par un, tu vois? Bouger les faders un par un, je peux pas faire ce qu'on appelle un crossfade, c'est-à-dire, avoir un son qui monte et l'autre qui descend, tu vois? En même temps, qui est une gestuelle, Mhm. hyper naturelle. Je peux pas le faire parce que j'ai qu'une souris, tu vois? Et donc je me dis: «Mais ce serait tellement plus simple de toucher l'écran, si tu veux, de pouvoir faire ça à l'écran comme ça, quoi», tu vois? Je prends les 2 faders, je les bouge et puis voilà. Et j'en parle donc à mes copains et tout ça, et je dis: «Mais attends, ça serait trop bien qu'on arrive à faire un appareil qui se connecte à l'ordi, et en fait, juste on aurait un écran comme ça, et on pourrait, bouger les trucs à l'écran, ce serait tellement plus simple». Et c'est la première idée qui va naître. On est en 2002, juste pour remettre pour les auditeurs, il y a pas d'iPhone, il y a pas d'iPad, ça n'existe pas, quoi. Ça aura peut-être son importance. On Ouais, reparlera ça aura peut-être bien de son ces. importance plus tard, mais on est 5 ans avant l'iPhone, quoi. Ouais. Et donc avec mes copains, ben, on va se lancer, dans ce défi complètement, barré, de développer, ce qu'on appelle dans notre jargon de musicien, un contrôleur. C'est en Mhm. fait, pour faire une analogie, dans le monde du jeu vidéo, il y a le jeu vidéo qui tourne sur la console et puis il y a la manette de jeu, hein. Bah, Mhm. nous, dans la musique, il y a des les jeux musicaux, les logiciels, et on a besoin de manettes pour les piloter, quoi. Et les mallettes, on les appelle des contrôleurs. Et on va se lancer dans ce projet de développer un contrôleur à base d'écran tactile multitouch, pour tous les gens qui font de la post-prod et de la musique avec des ordinateurs. Voilà, et en fait, on se lance là-dedans, on crée une boîte qui s'appelle Jazz Mutant, on l'immatricule ici à Bordeaux. Je reviens à Bordeaux, pour l'occasion, parce que je viens d'avoir ma première fille, avec mon épouse Isabelle, et on revient à Bordeaux et on crée la boîte à Bordeaux. Et à cette époque, il y a pas vraiment d'environnement et d'écosystème de start-up, quoi, hein. Donc Ouais. on est vraiment, on y va, mais la fleur au fusil, quoi. Heu et on voit qu'en parlant de ce qu'on veut faire, ça résonne, quoi, chez des gens, quoi, tu vois? Il y a des gens qui nous aident quand même, il y a déjà des petites structures, il y a un petit incubateur, il y a des choses, ils nous aident à structurer un peu notre démarche, essayer de faire un business plan. J'avais aucune idée de ce que c'était. Essayer de voir ce que c'est qu'un compte de résultat, je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était non plus. En tout cas, il Donc y a des encouragements, il y a des signes que ouais, 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 vous allez pouvoir bâtir un début de quelque chose et que c'est pas juste une idée farfelue entre copains. exactement. Ça peut se faire, quoi.
Exactement et puis à l'époque, alors ça s'appelle pas encore, enfin c'est même pas BPI et tout ça, c'est à l'époque c'est, Oseo en VAR. Donc c'est déjà des mécanismes qui sont là, qui sont aux prémices, mais il y a des concours et cetera et on passe des concours et on les gagne à chaque fois, tu vois? Donc on a des subventions, des trucs et on parle juste de ce qu'on a envie de faire, en fait. On n'a pas encore de business plan, on n'a rien, on n'a pas de produit et on va comme ça réussir à avoir un peu d'argent parce que perso, on n'en a pas du tout. Donc, pour Mmh. te dire, on a créé la boîte, je crois, à l'époque avec le minimum, légal et moi je les avais pas, et on était 4 dans le projet, on était 3 à pas avoir d'argent, donc c'est le quatrième qui a mis l'argent quoi, qui a mis la mise de ses pains si tu veux. Et moi dans la boîte, j'ai dû mettre ma carte son, enfin un truc, pas possible et on a commencé vraiment avec rien et comme ça en passant des concours et tout ça, on a réussi à avoir un peu d'argent et pouvoir commencer à développer des choses. OK. Et donc oui, là, développer les choses, ça veut dire que comme tu le dis, technologiquement, là, faut faire énormément de recherches parce que bah, il y a rien. C'est-à-dire que aller chercher des composants, bah, Ouais. c'est peut-être pas à Bordeaux que tu vas aller les chercher. Comment ça se passe un peu votre R&D au final? Oh bah, en fait, la R&D, elle était, tu sais, à l'époque, je me rappelle, quand on a fait les premières recherches non, je pensais vraiment acheter un écran tactile multitouch. On pensait vraiment que ça existait, la techno. Ouais. On s'était pas posé la question. On pensait l'acheter, le mettre à l'intérieur d'un produit, développer l'électronique et le soft et puis vendre des produits, tu vois? On voulait juste faire ça et en fait, au bout de 6 mois de recherche avec mon modem 56K, alors là, il y a que les vieux qui comprennent ce que je suis en train de dire, il y avait pas d'ADSL, il y avait pas de haut débit, il y avait pas tout ça. Donc il fallait Donc se connecter sous-entendu, sur ça prend internet du tous les temps. 5 minutes. Ça prend énormément de temps, donc je faisais ça la nuit et après des heures et des heures de recherche sur internet, je me rends compte que ça existe pas, en fait Mhm. et donc ben, on n'a pas le choix. Soit on arrête le projet, parce que ça n'a absolument aucun sens de faire un écran tactile qui s'il est pas multitouch, puisque du coup je pourrais pas faire mon fameux crossfade là, si ça revient comme une souris, soit on le développe et on décide d'essayer de le faire, et là on va y aller, mais de manière totalement empirique, on va acheter des composants, des trucs, il y a pas mal il y a déjà des sites web où on peut acheter des choses, on se fait livrer des trucs et on y va vraiment avec, bah, comme ça quoi, on tape dedans quoi C'est presque de la et mécanique, quoi. Vous faites des assemblages, des tests, On c'est essaye, ça? on fait des tests, on contacte des gens et cetera et en fait, on va développer ça assez rapidement finalement puisqu'on va en tout, on aura mis 2 ans pour développer le produit complet. Mhm. La partie tactile, nous ayant pris une grosse moitié du temps et de l'énergie, mais finalement, on aura mis que 2 ans pour développer une espèce de console de jeu, pour les musiciens quoi, tu vois? Mhm. Et on va sortir le produit, on va le montrer en 2004 et on va le sortir mi-2005, sur le marché. Et à l'époque, c'est un ovni, quoi. C'est-à-dire qu'on sort donc cet appareil s'appelle le Lémur, Ouais. et c'est le premier produit, grand public, on va dire, en tout cas d'électronique, avec un écran tactile multitouch embarqué. Et à partir de là, tout s'accélère, j'ai envie de dire. En tout cas, quand on regarde un petit peu, l'aventure, Jazz Mutant, à partir du moment où il y a eu le lancement du Lémur, Ouais. tu vas nous raconter, mais enfin, vous connaissez une seconde vie d'entreprise, quoi. Il y a eu la phase, recherche La tranquille, phase, voilà, la phase de recherche qui dure, ouais, 2 ans et demi si tu veux et après évidemment tu sors ton produit et là, il se passe beaucoup de choses très vite parce que, donc c'est un produit qu'on va vendre pendant 5 ans et mhm, avec, un truc incroyable où en fait on est vraiment les pionniers à sortir un objet comme ça. Sur internet, les gens croient, tu sais, on croit que c'est un hoax, en fait, on croit que c'est un fake, que ça existe pas. Donc ça fait une espèce de buzz énorme et on auprès des musiciens, mais pas que et donc on fait des vidéos où on montre que, voilà, on bouge des objets graphiques, si tu veux, avec plusieurs doigts sur un écran. Alors un pour faire de la musique, mais 2 ça intéresse énormément de gens et on se rend compte qu'on a mis le doigt sur un verrou technologique qui était énorme et qu'on a fait sauter, avec, juste de manière totalement empirique. Et mhm. alors ça, c'est un message que j'aime bien dire quand je partage mon expérience, c'est que, tu sais, il y a la phrase, «Ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible». Bah, nous, on est Ouais. vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait si on avait lu, si tu veux, toute la documentation, si on avait lu tous les white papers américains et cetera, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait parce que c'était écrit que ça marchait pas. Mhm. Donc on savait pas ça et on l'a fait quand même et on a réussi à faire un truc qui marche, tu vois? Donc comme quoi la persévérance et des fois l'ignorance, c'est pas mal. Ouais, c'était presque une qualité, quoi, parce que ça vous a permis de pas vous décourager. Parce que si vous aviez vu déjà la montagne à gravir, Ouais, peut-être que si vous si l'aurez si pas si monté, tu quoi. vois la montagne, tu la gravis pas et puis on te dit qu'elle est infranchissable, en fait. Mhm. Donc si on te dit que c'est infranchissable, tu y vas même pas. Donc nous, on savait pas, on n'en voyait pas si loin, on n'avait pas vu la montagne et on est monté. Voilà.
Et donc, vous montez et là, une fois tout en haut, il y a un horizon énorme qui se Alors dégage. pour le coup, c'est effectivement un truc qui est un peu, c'est un peu le revers de la médaille si tu veux, c'est que, Ouais. effectivement l'horizon est immense et il Mmh. est tellement grand que enfin on, Il est à pour 360 quoi. ouais, mais alors du coup tu peux t'y perdre, voilà et ça Mmh. c'est un peu ce qui nous est arrivé au fil du temps avec ce projet et cette technologie. On s'est perdu dedans, quoi. Mais effectivement, l'horizon était immense et déjà dans le monde de la musique, si tu veux, on a fait des trucs incroyables. On a avec ce Lémur, cet objet, on a avec ce produit, on a travaillé sur des projets de dingue, si tu veux. Je me rappellerai toujours le jour où on a reçu un email, «Bonjour, j'ai acheté votre produit, j'ai un petit problème sur tel truc», signé, Thomas Bangalter de Daft Punk, tu vois? Ça, Et là, c'est tu quand fais même assez incroyable. tu vois? Et donc tu te dis: «Ouais, OK», tu lui réponds et il te dit: «Bah, viens chez moi, on va machin, commencer à en discuter» et voilà. Donc on a travaillé avec Daft Punk, on a travaillé avec Björk sur la tournée Volta, on a travaillé, Justice, avec Justice, on a travaillé avec tellement de gens quoi, avec Ryuichi Sakamoto au Japon, enfin on a fait tellement de choses en fait avec ce produit, c'était complètement dingue et on travaillait avec toutes les stars qu'on adorait quoi, tu vois? et en plus, Donc là, il y a une vraie reconnaissance du métier pour vous. C'est-à-dire que vous avez voulu, créer un outil pour, le monde de la musique, pour les musiciens, et c'est utilisé justement par ces gens-là, quoi. C'est ça qui doit bah, être ouais, là, en hyper, fait, grisant. on est pile dedans et ça résonne très fort et c'est extrêmement agréable quand tu fais quelque chose qui résonne très fort. Parce que c'est effectivement un retour, un feedback, qui est énorme, quoi. Enfin, voilà. Et donc là, vous êtes dans la vraie start-up avant même que le mot start-up existe, Ouais. j'ai envie de dire, en France. Tu te souviens un peu des émotions par lesquelles vous passez, parce que ben l'entreprise se développe, donc faut se structurer, faut recruter, Mmh. mais raconte-nous un peu cette période un peu voilà où il y a besoin de supporter cette montée en charge au final suite Ouais, au lancement alors, du la produit. montée en charge, elle est quand même toute relative, hein, parce que quand on Ouais. s'appelle Jazz Mutant, le au plus haut de Jazz Mutant, on a peut-être été 9, tu vois? Ok. Donc ça reste une toute petite boîte, on vend notre produit 2 500 €, ce qui est quand même assez cher et en tout, on va en écouler 2 500 en 5 ans, tu vois? Donc ça reste un Ok. marché de niche, c'est-à-dire qu'on a beau avoir travaillé avec les plus grandes stars de la planète, on est sur un marché nichesque, donc c'est pas une grosse équipe, tu vois? On est une petite équipe, voilà, je te dis, on va monter à ouais, 9 personnes, au plus haut de Jazz Mutant, tu vois? Mais Oui, c'est en donc fait, ça j'anticipe certainement, oui, avec, voilà. l'aventure qui s'ensuit, Voilà, en ce fait. qui se passe après, c'est que, bah, voilà, à un moment donné, il y a un start-upper, non, il est pas vraiment, il est déjà bien bien avancé. Je rigole, en Californie, qui va sortir l'iPhone, c'est Steve Jobs. Ça, c'est 2007 et ça va changer la vie de tout le monde sur la planète mais la nôtre, d'autant plus, quoi. Mmh. Et donc il clame que, voilà, cet iPhone, c'est tout nouveau, c'est tout beau, effectivement et qu'il l'a équipé d'un écran tactile multitouch et que c'est lui qui l'a inventé. Et nous, si tu veux, ça fait 2 ans et demi qu'on vend notre produit, quoi, ou avec un écran tactile multitouch dedans. Donc c'est la rat-de-marée et le lendemain, quasiment de la présentation de Steve Jobs, de sa keynote, on va avoir des coups de fil d'énormément de gens de l'électronique grand public qui, bah, cherchent sur internet à faire du multitouch et puis, bah, les seuls qui sortent, c'est nous, en fait, parce qu'il y a que nous qui Mmh. savons faire à ce moment-là. Donc on va se retrouver, si tu veux, propulsé sur la face, le fameux 360 qui fait un peu peur là, ben, en fait, avec une technologie unique au monde, qu'on a mis au point avec nos petits bras pour notre petit produit, tu vois, pour les musiciens experts. Et bah, voilà, dans les mois et les années qui vont suivre, on va être appelé par Microsoft, Samsung, LG, Sony, Google, pour que notre technologie puisse être utilisée dans leurs produits. Et donc là, s'ouvre OK. une phase, effectivement, là où effectivement, on devient une start-up technologique et ça va s'emballer et pour aller un tout petit peu plus vite dans l'histoire, ça va durer ça 8 ans avec des Mmh. hauts et des bas émotionnels très, très forts, une vraie montée, en puissance parce qu'on va lever plein de fonds, il va falloir embaucher plein de gens pour supporter tous ces clients à l'étranger, on va monter des succursales, des machins dans tous les sens à l'étranger Oui, je le dis, et à ta place, mais c'est ça, c'est vous ouais, passez à, je crois, une quarantaine de salariés, ouais, plus de 15 millions un peu plus de 15 millions au total de levées, des filiales à, Taïwan, des exactement. voyages, partout aux USA parce que le marché est là-bas, mais en Asie pour, les composants, les fournisseurs. Donc c'est sûr que là, ouais, il se passe Bah, plein là, de choses, quoi. on change complètement de métier, en fait et on devient une vraie start-up technologique au sens, 1er du terme. On vend de la technologie, donc il s'agit plus de vendre des instruments, hyper hype pour les, pour les musiciens, mais il s'agit d'industrialiser une techno qu'on a fait avec nos petits doigts, pour que ça rentre dans de l'électronique grand public, quoi.
Et vous avez le temps de vous rendre compte de ce qui se passe quand même, Bah, écoute, franchement, a posteriori, je pense que non. Enfin, en tout cas, Ouais. pour ce qui me concerne à moi, je veux pas parler pour mes collègues parce que j'en sais rien, mais en ce qui me concerne, je me rends pas compte. Je pense que je me rends pas compte et on est pris dans un truc qui va très vite. Et puis, franchement, enfin, tu vois, je te l'ai dit, moi, quand j'ai créé ma boîte, j'avais pas 1 € à mettre dedans, quoi. Et là, d'un seul coup, on lève, je me rappelle la première levée d'1,4 million, quelques 2-3 ans après, 8 000 000, après enfin, tu cumules 15 millions de levées, c'est un pour moi, c'est un truc, je comprends pas, tu vois, ce qui se passe? Ouais, il y avait pas de référentiel en plus à Bordeaux, en fait, hormis des Non, boîtes dans le jeu vidéo, et cetera. Mais ouais, des boîtes comme vous qui ont démarré avec quatre copains dans un garage presque, pour ouais. faire l'image d'Épinal de la startup, vous êtes un peu seul, quoi. Vous pouvez pas trop vous tourner Ouais, ouais, vers du monde. on est un peu des ovnis et en plus, on fait du hardware, tu vois? On fait même pas du software, Mm. quoi. On est à une époque où tout le monde parle software et nous, on fait du hardware. Donc on est là pour industrialiser une techno au niveau mondial et clairement, je pense qu'on réalise enfin moi, en tout cas, personnellement, je réalise pas trop ce qui se passe. On fait le truc, on avance et on fait le truc, là encore, un peu comme à la fac, au début, tu vois? Où j'ai raconté que je me suis retrouvé là et puis finalement, je sais pas trop, voilà, mais il y a quand même eu des trucs positifs. Dans les trucs positifs, j'ai énormément voyagé, j'ai vu énormément de choses, j'ai eu la chance du coup de pendant 8 ans de, voilà, traverser le monde, du Japon aux États-Unis en passant par la Chine, enfin j'ai fait énormément de pays. J'ai vu beaucoup de choses, d'industrialisation, d'électronique grand public, j'ai vu des labos de Samsung, de Google, de Sony. Je pense qu'il y a voilà, c'est une expérience assez hallucinante. J'ai vu des chaînes de fabrication de produits grand public, il y a pas beaucoup de gens qui les voient, tu vois? Et donc j'ai vu, ce qu'on appelle la mondialisation, tu vois? Et Ouais. ce grand mot qui cache beaucoup de choses. Moi, j'ai vu tout ça, au début des années, ouais, 2000, à partir de 2008 jusqu'à 2015, j'ai fait que ça, quoi, tu vois? Ok. Donc là, c'est l'époque où l'entreprise aussi, alors je dis pas pivote, change de nom, j'en sais rien, quel Ouais, mot on peut utiliser, mais ça s'appelle Stantum, c'est ça? ouais, en fait, donc ça va être 2008, on va changer le nom de la boîte, c'est quand on lève, pas mal de fonds, parce qu'on devient vraiment on voit bien que la musique, c'est bien, mais c'est un micro marché et que les millions qui sont investis par des investisseurs chez nous, c'est pas pour qu'on fasse des instruments de musique, hein, c'est pour que la techno, bah, voilà, qu'elle devienne un produit en soi et qu'on puisse la vendre à des gens sur le marché. Et donc on va se structurer pour ça, voilà. Donc ça va être le but et au bout du bout, au bout des 8 ans, c'est une longue aventure, mais on va au bout du bout, on n'aura pas réussi, tu vois? On n'aura pas réussi à faire ce truc-là, de vraiment industrialiser cette techno et qu'elle se retrouve partout sur les produits, de la planète. On n'a pas réussi à le faire. Ouais, parce que vous avez à la fois eu ces contacts auprès de grands industriels et à un moment donné, pour montrer aussi le cheminement qu'il y a eu, vous avez vous aussi voulu lancer votre propre encore un nouveau produit, Ouais, alors ça c'est s'est fait ça? en 2 é en fait, il y a eu vraiment 5 ans, où on a vraiment fait le maximum pour que la techno se retrouve, dans des produits grand public. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je parlais de 15 millions levés, ça paraît beaucoup, hein, surtout à cette époque-là, mais le multitouch devient tellement massif et il y en a tellement partout qu'en face de nous, bah, des Israéliens, des Taïwanais et cetera vont lever, 150 millions pour faire la même chose, Ouais, ils tu font vois? x10 par rapport à Voilà. vous. Non, mais c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'on reste en France, hein, avec nos moyens français et avec notre échelle française et bah, ouais, sur des trucs vraiment massifs, ben, les Américains, les Israéliens, les Asiatiques, mettent beaucoup Mais plus d'argent. mais vous avez pas eu, après tu pas obligé de me répondre, mais des propositions de partir en fait, Si, il y a de eu se faire plein de racheter tout trucs, simplement? il y a eu plein de choses, mais il y a eu des propositions, ça a failli se faire plusieurs fois, ça s'est jamais fait, moi, aujourd'hui, si je regarde un peu en arrière, je pense que c'était la première, tu vois? C'est comme toutes les Mmh. premières fois, bah, tu apprends en marchant, quoi, hein. Donc Ouais. bah, des fois, tu te casses la gueule, ça fait mal, machin, tu te redresses, tu repars, mais tu peux pas analyser, en fait, le parcours avant de l'avoir fait. Donc Mmh. bah, faut se prendre des tôles, faut se prendre des trucs, des claques et des machins et puis c'est pas grave, tu vois? Tu prends ça et tu dis: «OK, bah, au moins j'aurai appris quelque chose». Moi, j'aime bien cette phrase de tu sais,
Oui, soit je perds jamais, soit Ah, j'apprends, demande enfin, excuse-moi, j'apprends, de c'est ça? Nelson Mandela, merci. Voilà, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bon, bah, je pense que c'est quelque chose qui, moi, tu vois, me correspond bien et effectivement, on pouvait pas anticiper tout ce qui allait se passer, tu peux pas anticiper, en fait et surtout chaque histoire est unique donc ça, c'est quelque Mmh. chose de aussi qui est important à comprendre, c'est qu'il y a pas 2 fois la même histoire qui se produit. Donc tu dis à la fin, ça a pas réussi, c'est la vie. Moi j'aimerais juste, parce que j'ai pas eu beaucoup ce genre de témoignage sur le podcast, que tu nous racontes un peu en fait, les réflexions qu'il y a eu à ce moment-là, parce que oui, vous avez monté cette société, et puis comment on prend la décision au final de d'arrêter tout simplement un projet qu'on a porté pendant 8 ans, comme tu l'as dit, et Ouais. c'est pas une décision simple. Tu sais, il y a c'est pas une vraie décision, c'est un truc on est plusieurs déjà. Moi, à l'époque, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est bien de lever 15 millions, mais tu te fais diluer, bien comme il faut et moi, j'ai pas réalisé à l'époque que, la boîte, elle est plus à moi, tu vois? Mhm. Et je pense que, voilà, on était, 3 fondateurs vraiment investis dans le projet, puis plus que 2 vraiment investis, sur les dernières années et on n'avait pas compris que ça nous appartenait plus, si tu veux et on était tellement Mhm. dilués que juste pour partager ça avec les auditeurs, ça marchait pas comme on voulait, donc le business rentrait pas suffisamment. On vendait des trucs, hein, ça on faisait des super projets, mais clairement on n'était pas au niveau de ce qu'il fallait, je sais pas, au plus haut, on a dû faire, 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires, tu vois, sur une année, ce qui est c'était pas suffisant quand tu injectes 15 millions, tu espères que tu vas faire, ça fois 2, 3, 5, 10, j'en sais rien, tu vois? Donc on était loin Mhm. du compte et clairement, hem, je pense qu'en fait, il y a une fatigue, globale, si tu veux, à courir après du truc que tu arrives pas à faire Mhm. et d'autant plus quand tu viens pas du monde, de ce monde-là. C'est-à-dire que nous, on n'était pas des entrepreneurs, technologiques et cetera. Comme je te l'ai dit, voilà, moi, je viens de la musique et tout ça et c'est ça qui me motive et je pense qu'il y a une fatigue, en fait, qui se met en place, en tout cas pour ma part et 3 ans avant la fin, moi j'ai commencé vraiment à en avoir marre, j'ai commencé à faire un burn-out, tu vois? D'avoir mal partout. Un jour, j'ai pas pu me lever, en fait, de mon lit, Ouais. tellement j'avais mal partout, quoi, tu vois? Et en fait, tu comprends à ce moment-là que tu es peut-être pas tout à fait au bon endroit, tu vois? Ouais, tu pas aligné, avec, la petite flamme du début, Ouais, c'est qui ça faisait en sorte que et tu tu avais mets faim et que énormément tu avais envie. d'énergie pour un truc qui finalement est pas ta cause à toi, tu vois? Mmh mh. Et voilà et donc ça, c'est des cheminements personnels, hein, mais clairement, ça, c'est un message pour les auditeurs aussi, le corps parle beaucoup. Donc on l'écoute pas suffisamment, mais le corps, il parle et quand on veut bien l'écouter un peu, en fait, il dit beaucoup de choses et clairement, si je l'avais mieux écouté, si j'avais eu les outils pour mieux l'écouter à l'époque, j'aurais compris bien avant que j'étais pas à ma place, tu vois? Mmh. Donc il faut investir sur soi. Ouais, il faut apprendre à se connaître, faut apprendre à se connaître, faut apprendre à comprendre où est-ce que ça résonne, où est-ce que ça bloque. Il y a des verrous qui sont importants à faire sauter pour passer à l'étape d'après, mais des fois, quand on est vraiment pas aligné sur ce qu'on a envie de faire, ça peut être très, très douloureux, hein, donc faut faire gaffe quand même avec ça, quoi. Et donc là, on est, tu l'as dit, enfin, c'est 2015-2016, que ça se termine. Toi, tu le dis, tu passes par un gros moment de fatigue, aussi à titre Ouais. personnel. Comment on fait, pour gérer cette transition entre, la fin de cette aventure, là qui a été dense et riche, aussi d'apprentissage, de voyage, comme tu l'as dit, de plein de choses, mais aussi fatigante, et le fait de, ensuite, repartir sur, quelque chose de nouveau, que ce soit, Mmh. un emploi ou une nouvelle aventure entrepreneuriale? Écoute, je sais pas comment on fait, faut laisser faire la vie, quoi, tu vois? Et moi, j'avais pas du tout prévu de relancer quelque chose. Ouais. Comme je t'ai dit, j'ai été très fatigué, j'ai eu besoin de me retrouver, de me ressourcer. J'ai besoin de comprendre ce qui s'était passé aussi, tu vois? De pourquoi on en est arrivé Mmh. là, pourquoi on était passé par ce chemin et cetera. Tu prends un peu de temps, moi j'ai pris du temps pour moi, c'est pas drôle, hein, tu vois? Une fin de boîte comme ça et de trucs, où tu as vécu des trucs extraordinaires et derrière, les dernières années qui frottent vraiment, où ça fait mal, on en a pas parlé, mais sur les 2 dernières années, on a essayé de refaire un produit, en interne. C'était une tablette éducative basée sur notre technologie. On a essayé de mettre ça dans les écoles françaises, on en a fait 500, dans les écoles, bordelaises, ça a vachement bien marché, mais derrière, il y a eu des couacs au gouvernement, enfin, je vous passe tous les détails, mais ça s'est finalement pas lancé. Enfin, il y a eu beaucoup de choses d'essayer et à la fin, un gros, gros épuisement, et besoin de se ressourcer, quoi et là, bah, c'est tout bête, hein, tu rentres à la maison, et puis bah, voilà, moi,
Je suis marié, j'ai 3 filles, tu vois? J'ai beaucoup voyagé pendant 8 ans, et puis, bah, là, je me retrouve chez moi, tout seul un peu comme un con pour parler vulgairement et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Tu vois? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est de me reposer, de me poser, et en fait, c'est bizarre, mais heu, je vais partir à Paris une semaine après qu'on ait fermé la boîte, et qu'on ait licencié les 25 personnes qui restaient à ce moment-là. Ben, je pars à Paris, je me dis: «Ben, je vais aller voir les gens qui comptent vraiment pour moi», et j'en avais listé 8, tu vois? Mmh. Et dans ces 8, il y en a quelques-uns qui sont à Paris et je les appelle. Voilà, et il y a des gens très proches de moi depuis très longtemps, puis il y a des gens comme, voilà, tu vois, j'ai parlé de Thomas Bangalter au début, bah, je lui envoie un SMS, je lui ai pas parlé depuis, 6 ans, 7 ans, je sais pas. Je lui envoie un SMS pour savoir si on peut se voir et il me répond et il me dit: «Ouais, bah, passe». Voilà, et ça va, et en fait, je vais revenir dans le monde de la musique sans le vouloir, sans le décider, juste parce que ça m'appelle, en fait, tu vois? Ouais. Et à ce moment-là, tu continuais de jouer un petit peu, chez toi, Ben en déplacement et cetera? Ou est-ce que ça t'a quitté un petit peu? C'est ça? Et En fait, c'est hyper important dans mon histoire, c'est que, les fameux 8 ans dont j'ai parlé, passés sur la technologie, j'ai complètement arrêté de toucher un instrument de musique. Moi, normalement, je suis du piano tous les jours, tu vois? C'est un peu ma médite à moi, quoi, et là, pendant 8 ans, j'arrête de jouer du piano. Je ne fais plus de musique parce que j'ai plus le temps, mais tu sais, quand on dit: «J'ai plus le temps», c'est qu'on le met plus dans ses priorités. ouais, Et donc ça sort de de ta ma vie, vie, tout simplement, ouais. tu vois? J'écoute très peu de musique, alors normalement je dévore ça, tu vois? Et donc vraiment, je ne touche plus à mon instrument, et c'est ce qui va se passer si tu veux quand quand ça va s'arrêter cet Tantum, bah, je vais me remettre au piano, quoi, tu vois? Et là, je Mmh. retouche mon piano, et là, tu as une émotion tellement forte qui m'a traversé, si tu veux, qui est partie d'en bas là, qui m'a traversé, qui m'a fait pleurer, tu vois? De me dire: «Mais purée, mais tu es trop bête en fait, tout est là, quoi». Moi, c'est ça qui me parle, tu vois? Et Ouais. j'avais fait un tel burn-out que d'ailleurs, je pouvais plus voir un écran tactile à l'époque, tu vois? Je ne pouvais plus, je voulais plus d'iPhone, je voulais plus d'ordi, je voulais plus rien, parce que j'étais devenu allergique à ce truc-là tellement j'avais bossé dessus, quoi. Et donc oui, la musique me rappelle et me dit: «Non mais c'est là, c'est ça que moi, c'est ma vie, elle est là». Et puis il y a cette technologie qui est quand même toujours là, tu vois? Alors elle m'a épuisé, elle m'a bouffé, et je suis peut-être un petit peu dans les prémices du burn-out, technologique comme on l'appelle maintenant, Mmh. mais clairement j'en ai trop mangé, quoi, mais elle est quand même là et elle m'appelle aussi. Est-ce que c'est la technologie ou est-ce que c'est le côté innovation au final? Parce que oui, il y a Oui, la techno sur ce côté-là, non, mais mais tu as est-ce qu'il y a raison. pas le côté un peu créatif, tu vois, du musicien aussi de dire: «J'ai envie de faire des choses nouvelles, différentes»? Oui, oui, non, mais la technologie pour la technologie, moi je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser les technos du moment pour faire quelque chose de nouveau, si tu veux. Mmh. Et je le dis souvent aussi, tu vois, derrière moi, enfin, les gens le voient pas, mais il y a un piano. Heu, Je confirme. je le piano, c'est un objet technologique de malade. Tu regardes comment c'est fait dedans, le nombre de pièces de bois qu'il y a dans tous les sens, et cetera, c'est un truc de fou. Donc c'est technologique déjà, tu vois? Donc juste ils ont utilisé les technos du moment, qu'ils avaient sous la main pour faire des pièces de ouf, tu vois? Pour réussir à faire ça. Et ben moi je fais la même chose aujourd'hui pour faire des instruments, numériques, mais je le fais avec Mmh. les moyens d'aujourd'hui, les technos d'aujourd'hui. Donc effectivement, il y a cette appétence pour la technologie, mais en tant que s'en servir pour faire quelque chose de nouveau et que ça amène quelque chose, tu vois? Une nouvelle proposition. Donc je vais accélérer Ouais. exprès, même si merci beaucoup, hein, pour, bah, voilà, tout ce partage-là avec beaucoup de transparence, d'humilité. Merci, Pascal. Je trouve, bah, très riche d'entendre partager aussi cette période-là de ta vie. Je reprends le fil en disant, bon, la musique t'appelle, donc tu revas voir, des personnes qui comptent pour toi. Tu te reconnectes à la musique au sens large. Il y a quand même encore cet aspect innovation qui est là Mmh. et aujourd'hui, tu es quand même, l'un des cofondateurs de Jouer, donc Ouais. on va en parler durant cette phase-là. Déjà, comment le côté, idée, alors j'inviterai les gens à aller voir, ce qu'est le Jouet parce que c'est vraiment alors tu parlais d'OVNI, mais vous êtes vraiment un omni, un objet musical non identifié, quoi. Vraiment, Ah génial, j'adore. c'est c'est un très bel objet,
en soi déjà de base, même quand tu fais pas de son. Donc, je partagerai aussi des vidéos et autres dans les notes du podcast. Raconte-nous comment tu as l'idée et Mmh. ensuite, qu'est-ce qui se passe pour aller à la réalisation du premier jouet? Mmh. Alors l'idée, elle vient, bah, cette fa je te dis, c'est une semaine après qu'on ait fermé, Stanton. Je pars à Paris pour rencontrer des gens comme je te l'ai dit et il y a une nuit, j'arrive pas à dormir, en fait. Mais impossible de dormir, j'ai je sais pas, il se passe plein de trucs dans ma tête, ça tourne dans tous les sens, je vois plein de choses et j'ai une idée, qui est là, qui vient et qui me lâche pas. Alors je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Je pense que si Arnaud était là, qui a monté jouer avec moi, il pourra en témoigner. J'arrive le lundi, je «Ah, j'ai une idée!» et encore. Donc j'ai pas mal d'idées, mais souvent dans les idées, il y en a plein des mauvaises évidemment ou des pas suffisamment, bonnes et puis celle-là, elle me quitte pas, tu vois? Et je me Mmh. dis: «Mais purée, on peut faire ça, quoi. Ça serait génial d'avoir un instrument, qui soit hyper simple à utiliser, qu'on puisse manipuler facilement avec ses doigts et cetera et qui soit hyper intuitif». Et en fait, je vais me lever, j'arrive pas vraiment pas à dormir et à 4 heures du mat, de 4 heures à 6 heures, je vais faire les slides, en fait, de ce que va être joué, quoi. Et après je peux dormir un peu, tu vois? Et mon premier rendez-vous est Donc, à 9 heures, donc j'aurais pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave. je vais tenter de le pitcher un peu à ta place et puis tu me Vas-y. corrigeras, même si j'ai commencé là en parlant de ce qu'était cet objet musical. Parce que pour moi, ça, c'est presque un nouvel instrument de musique Mmh mh. joué quand je le regarde. C'est à la fois donc une dalle, alors avec du bois, c'est très très beau, sur laquelle on peut rajouter des modules, j'ai envie de dire, un module batterie, clavier, guitare, voilà. Donc c'est un objet donc qui est modulable, Ouais, qui est connecté parce qu'on le connecte ouais. à un ordinateur, une tablette, un téléphone, sur lequel il y a un soft aussi qui tourne pour faire des loops, des enregistrements, Mmh. avoir des effets. Voilà. Est-ce que j'ai dressé un bon portrait déjà? Ouais, ouais, complètement, l'objet, c'est ça, la propo et en fait, pourquoi c'est faire? C'est simplement que, enfin, tu l'auras compris, moi, la musique, elle est en moi depuis très longtemps et je me rends compte que autour de moi, il y a plein de gens qui ont envie d'en faire, si tu veux, et qui le font pas. Et ils le font pas parce que, c'est compliqué de se mettre à la musique. C'est compliqué de jouer un instrument. Alors depuis, j'ai regardé des chiffres, je l'avais pas fait à l'époque, je savais pas, je l'ai fait de manière un peu intuitive, Si tu veux, on est, 12-13 % de la population à jouer d'un instrument de musique. Voilà. OK, c'est très Et peu au final. c'est très peu et quand tu demandes aux gens, qui a envie de le faire, c'est quasiment 100. Donc il y a un énorme gap entre, les gens qui le font vraiment et ceux qui ont envie de le faire. Et donc là, déjà, il y a une énorme frustration, tu vois, de la population et dans ceux qui passent le pas, il y a un deuxième chiffre que j'ai creusé depuis qui est hyper intéressant. Ceux qui passent le pas, l'instrument le plus vendu au monde, c'est la guitare. Mmh. Pour donner un chiffre, en France, il y en a 400 000 vendus par an, juste en France. OK. C'est à peu près, 10 à 15 fois plus au niveau mondial. Tu as 400 000 personnes en France qui décident tous les ans d'acheter une guitare pour s'y mettre. Et ben, tu en as 9 sur 10 qui vont arrêter dans les 12 mois, tu vois? Donc ça veut dire que ça fait, si je calcule bien, 360 000, frustrés pour 40 000 heureux. Et ben, ça va pas quoi, tu vois? Il y a un problème. Et le problème, c'est Mmh. pas les gens, c'est Mmh. pas possible, c'est pas ça. Ils ont envie de le faire, donc c'est très bien. Le problème, c'est l'instrument, tu vois? Le problème, c'est la proposition. Elle est la marche est beaucoup trop haute. Donc clairement, nous, avec Jouer, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer des instruments, ouais, effectivement, d'un nouveau genre, qui permettent de baisser la marche d'escalier. Et pour baisser la marche d'escalier, il faut que ce soit facile d'accès en termes de gestuelle, que ça fasse pas mal aux doigts, que ce soit pas compliqué dans la gestuelle. Et il faut aussi que ce soit ludique, effectivement, que ce soit fun, qu'on prenne du plaisir, tu vois? Jouer de la musique, ça doit être du plaisir. Moi, quand je me mets devant mon piano, je prends un kiff énorme tous les jours, tu vois? Mais par contre, je parle pas des 15 ans que ça m'a pris à apprendre. Et ben là, l'idée, c'est d'avoir ce plaisir plus rapidement. Alors, Mmh. ça transforme pas en musicien en 2 secondes, hein. Ça, je suis incapable de le faire et personne ne sait le faire. Mais, moi, je fais un parallèle que j'aime bien faire. Moi, je me suis mis au surf il y a 3 ans, tu vois? Mmh. J'ai toujours rêvé de faire du surf quand j'étais jeune, mais pour moi, c'était un truc inaccessible, justement. Un peu comme pour certaines personnes la musique, moi, c'était le surf, c'était inaccessible. Je viens de Bordeaux, donc tu vois, sur la côte, il y a pas mal de surfeurs. Pour moi, c'était juste pas Mmh. possible de faire ça. Je m'y suis mis il y a 3 ans et aujourd'hui, tu vois, le surf, c'est devenu ça s'est démocratisé. Tu peux acheter une planche à pas cher, tu peux t'y mettre, les gens vont pas trop te juger, on va t'apprendre, il y a des vidéos sur YouTube qui disent comment faire et tu vas pouvoir prendre ta première mousse, tu vois, lors de ta première heure de surf. Tu prends un kiff énorme, tu vois?
Mmh. Alors je serai jamais un surfeur professionnel, mais je m'en fous, c'est pas ce que je cherche à faire. Ce que je cherche, c'est juste avoir ce kiff d'être sur la vague, tu vois? Et de Mmh. pouvoir m'améliorer et de faire ça avec mes potes. Et ben, dans la musique, moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire un instrument qui soit hyper fun, hyper ludique, qui permet de s'y mettre, qui permet d'avoir ses premières sensations de jeu et qui donne envie de continuer, tu vois? Et je Mmh. promets à personne de devenir un musicien professionnel avec ça. Il y en a qui vont le faire, hein, parce que on peut aussi aller très loin avec cet instrument, mais c'est pas le but. Le but, c'est juste que tout le monde puisse avoir cette sensation de ce que c'est que de jouer de la musique. Et pour faire un parallèle, quand les gens écoutent de plus en plus de musique, hein, tu vois, enfin ça c'est indéniable. Il y a de plus en plus de musique produite sur la planète, et cetera. Pourquoi les gens écoutent de la musique? Bah, parce que c'est un truc qui parle à tout le monde, tu vois? Il y a pas C'est de universel. C'est totalement universel, et par contre, quand tu la joues, ben, le kiff, il est juste, fois 100 ou fois 1000, quoi, tu vois? Donc si on peut partager ça au plus grand nombre, je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. C'est clair, parce que quand on a dans son groupe de potes un ou une personne qui fait jouer de la guitare, voilà, un soir, ou alors même du piano, c'est vrai que ça change totalement la donne, quoi. C'est vrai que Exactement. il y a une émotion, il y a un partage tout de suite avec la musique, et puis voilà, quand on dit que c'est universel, c'est même des gens qui parlent pas la même langue, ils vont écouter une chanson, ils peuvent être touchés par la même émotion, ou se comprendre à travers la musique. Enfin, moi, j'ai des souvenirs en voyage une fois au Portugal dans un bar où il y avait de la musique, une chanteuse et un guitariste, et puis elle s'est mise à faire le tour des gens qui étaient présents dans le bar. Il y avait des gens qui venaient de tout un tas d'endroits de la planète, et à la fin, en fait, on s'amusait tous pareil, on a chanté tous en chœur certaines Mmh. chansons, c'était juste formidable. Et Mmh. donc c'est vrai que la musique, il y a ce truc-là génial, quoi. Et donc toi, tu le retrouves aussi dans ta passion. Juste pour raccrocher les wagons avec le côté, bon, t'as l'idée, tu fais les premiers slides Ouais, durant cette nuit à Paris, et quand même la réalisation de ce ouais, produit-là, parce que ça reste un produit, c'est encore une fois de l'hardware. Euh, ouais, Tu te relances là-dedans avec quel bagage, en fait? Qu'est-ce qui change entre le Pascal qui se lance ouais. dans le jazz mutant et le Pascal qui se lance dans jouer? Bah, écoute, alors en fait, beaucoup de choses et pas beaucoup de choses à la fois. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie, compréhension de ce que c'est que de monter une boîte, et de la mener, donc ça, je vois bien les étapes qui sont devant nous, donc ça, j'anticipe pas mal là-dessus. Je structure, différemment la société. Je voilà, enfin, je monte le projet différemment, et surtout je décide moi de leader le projet. Mhm. Quelque chose que j'avais pas fait sur le premier parce que j'en étais pas capable, et voilà, donc on était, sur Jazz Mutant et Stanton, on était 2 cofondateurs, à vraiment driver le projet ensemble, et là je décide sur jouer que ce sera moi. Voilà, Mhm. je vais faire ma route à moi. Alors je vais monter l'entreprise avec 2 personnes, hein. Je suis pas le seul cofondateur de Jouer, Ouais. mais voilà, je suis à l'initiative de l'idée et du lancement du projet, et je m'associe avec 2 personnes. Mais par contre, c'est important pour moi d'être majoritaire, de pouvoir décider de ce qu'on va en faire de ce projet et de comment il va avancer. Donc ça, c'est très Mhm. clair dès le début, et donc je décide, voilà, que ça va être, en tout cas sur les débuts, c'est moi qui vais driver le truc et qui vais le faire avancer. Donc ça, c'est un premier gros changement, et après, évidemment, bah, j'ai déjà fait du hardware, j'ai déjà fait plein de choses, je sais que c'est compliqué, et je me dis: «OK, moi ce que je sais faire, c'est faire des trucs innovants». Je vois très bien comment réaliser l'objet parce que je sais faire. Alors c'est technologiquement assez avancé, mais je sais qu'on va y arriver. Pareil, on le fait en mode garage complet, hein. C'est-à-dire que, par contre, moi je fais toujours comme ça, j'aime bien mettre les mains dedans. Et clairement, je sais qu'on va apprendre en faisant les choses. Donc si Mhm. les gens regardent, ils verront que les petits pads en silicone là, qui sont tout beaux aujourd'hui, tout sympas, ça nous a pris quand même du temps à les développer, et on a commencé, dans mon camion de jardin avec Arnaud à couler du silicone, qu'on avait acheté dans les trucs de bateau, enfin n'importe quoi, tu vois? On a vraiment commencé à la main, quoi, mais j'aime bien ça parce que quand tu fais les trucs toi-même, tu comprends comment ça marche. Tu Mhm. comprends ce qui marche et ce qui marche pas, est-ce que tu vas être capable de faire ou pas? Et donc on va vraiment commencer en mode, garage encore une fois, mais je sais que ça va on va se mettre des milestones tous les 3 mois. Tu vois? Là, je dis: «Bah, tous les 3 Mhm. mois, on voit où on en est», et ça continue aujourd'hui, hein. Moi, j'ai que des trucs à 3 mois, je vois pas plus loin. Alors évidemment, des fois, tu es obligé de dire que tu vois plus loin, mais en vrai, c'est bien de se mettre des trucs à 3 mois,
parce qu'au moins c'est concret, tu vois? En 3 mois, tu vois si tu as réussi à faire un truc ou pas. Et OK. heu et donc on commence comme ça et en fait tous les 3 mois on avance et on avance très bien, en fait. Et donc on va réussir à faire un prototype, d'abord à la maison comme ça, très rapidement. Je dis quand même qu'on a un avantage, c'est qu'on donc toute l'aventure d'avant, hein, de Jazz Mutant et Stantom, bah, oui, je disais: «J'ai plus rien à la fin», c'est pas vrai. On avait développé une technologie, on l'avait industrialisée avec un acteur japonais, de 1er plan et donc j'ai un capteur sur la table qui marche Ouais. extrêmement bien, qui est très performant, qui est multitouch, qui est sensible à la pression et en fait, ça va être le cœur technologique de Jouer aujourd'hui, c'est ça. Donc heu, OK. donc on a ça en main et après ça va être, bah, la créativité qui va nous faire mettre des pads en silicone dessus, mettre de la matière. Moi, j'ai envie de toucher, de matière et cetera et j'ai envie d'aller dans le monde réel, tu vois? De toucher des vraies choses et pas être justement que dans des écrans tactiles. Heu et 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 cette envie de matière, voilà, elle va transformer cette technologie qu'on a mis au point en quelque chose d'encore plus fort avec une vraie interaction physique dans le monde réel, pour en faire un instrument, quoi. Voilà donc je sais plus d'où était partie ta question, je me suis perdu mais Non, tu parlais de ce premier prototype, ouais, et je te demandais comment, ouais. tu avais monté Oui, l'entreprise voilà, avant et aujourd'hui. Et ouais. sur ce premier prototype, au final, il y a un truc qui change, c'est peut-être lié au positionnement du produit. Il est peut-être, comme tu le dis, toi, on l'entend dans ton pitch avec les chiffres là que tu donnes sur le grand public qui achète les objets. Vous positionnez moins professionnel de la musique, très niché comme pouvaient être les murs, mais là pour le coup vous ouvrez le champ des possibles en disant on va proposer quelque chose de très accessible au grand public. Alors là, tu vois, c'est bizarre, si j'analyse aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dans le projet depuis le début. Si je te montrais les premiers slides, que j'ai fait la nuit, c'est Ouais. écrit. Par contre, je l'assume pas du tout à l'époque. Donc en fait, non, non, mais c'est vrai et du coup, on va faire le premier jouet qu'on va faire, c'est un jouet professionnel, tu vois? OK. Et donc moi, je me sentais tout à fait capable de développer un objet, comme celui-ci. Je me sentais pas du tout capable de le commercialiser. Et donc j'avais Mmh. dit à Arnaud et Guillaume, qui sont les 2 cofondateurs, avec qui on a monté le projet, je leur avais dit: «Écoutez, on développe le truc, on se donne 2 ans pour le faire et on vend l'idée à quelqu'un». Voilà, Mmh. c'était ça le plan initial, parce que moi, commercialiser un objet comme ça, je sais pas faire. Et en fait, ça va se dérouler à merveille puisque dès qu'on va montrer le premier objet sur un salon, en Allemagne, il y a une boîte qui arrive, de renom dans la musique, que je vais pas citer parce que j'ai pas le droit, mais qui commence à dire: «Votre truc, c'est génial». On commence à des discussions bah, peut-être qu'on pourrait licencier la techno, nin nin nin, et puis au bout de 6 mois de discussion, ça part en: «Bon, on va tout racheter» et puis voilà. Donc pour moi, le plan se déroule, de manière géniale. On a développé la techno, on a un premier produit. C'est encore un concept, hein, mais il est là, on en a déjà vendu quelques-uns et on a une boîte qui veut nous racheter, donc super. Et en fait, ça va pas se faire. Voilà. Alors tu vois, dans OK. les trucs de l'entrepreneuriat et tout ça, c'est tu crois que tu as tout écrit et que tout est possible et que tout machin et que tu as tout bien fait et en fait, ça va pas se dérouler comme ça et il va falloir, redevenir un entrepreneur et remettre tu vois, de l'énergie dans un truc parce que sinon, tu vas tout perdre, quoi. Mmh. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et juste, je voulais dire un mot avant sur le prototype, un mot en plus. On a fait le proto et à l'époque, je suis en contact avec Marie Meyroux, que tu as interviewé aussi, qui est bordelaise aussi et qui fait aussi évidemment des objets qui sont assez. C'est pas du tout la même chose que nous, mais il y a quand même des choses en commun. Et donc on se Carrément. connaît évidemment, on échange beaucoup et en fait, on va fabriquer le premier proto grâce à la fraiseuse, numérique, qu'elle a achetée avec son papa. Et donc je vais aller chez le père de Marie, à Mérignac, et on va faire les premiers trucs ensemble sur la fraiseuse de Marbotique, quoi. Donc c'est assez drôle parce que Génial. voilà, c'est une petite anecdote, mais tu vois, ça c'est le côté aussi entraide et sympa de l'entrepreneuriat. On se connaît et cetera. Il faut échanger un maximum avec le réseau, avec les gens parce que, bah, voilà, il peut se passer plein de choses, hyper sympas. Et la deuxième anecdote, c'est qu'on est installés à nous à Darwin, à l'écosystème, Darwin à Bordeaux, qui est un lieu, un tiers-lieu comme on dit aujourd'hui, mais un lieu alternatif assez fort à Bordeaux. Et là, Mmh. pareil, je vais aller rencontrer le fondateur qui s'appelle Philippe Barre et en fait, je lui dis: «Bah, voilà, là, aujourd'hui, je fais des trucs dans mon cabanon, on est un peu à l'étroit avec Arnaud, en plus ça prend l'eau, il fait froid, machin. On aurait besoin d'un lieu pour faire nos protos». Et il me dit: «Bah, vas-y», et il m'ouvre la porte, il me dit: «Bah, tu viens demain, tu mets tes machines et voilà». Il y a pas de loyer à payer, il y a rien, tu vois? Et on s'installe et on va passer, 6 mois dans les locaux de Darwin comme ça, à développer, nos protos,
tu vois, à côté d'un mec qui répare des motos enfin, c'est complètement fou, quoi, en fait. Mais juste en parlant avec les gens et en échangeant avec des entrepreneurs, mais en fait, ouais, ça s'ouvre, quoi. Il y a des choses qui peuvent se faire. Parfait, j'adore, je connaissais pas toutes ces anecdotes et je trouve ça génial, ça rend le truc encore plus beau, je trouve, ce côté un peu artisanal du départ au final. Il y a quelque chose qui est assez fondateur, alors même si au départ vous positionnez le projet comme quelque chose de professionnel, dans Jouer, il y a quelque chose qui fait appel beaucoup à des codes très anglo-saxons. Je pense notamment à la partie crowdfunding, Mmh. Kickstarter. Vous avez utilisé Mmh. Kickstarter comme un vrai levier, à la fois, j'imagine, pour un petit peu valider si Ouais. c'était une très bonne idée d'un point de vue marché, voir si c'était pas que vous et les membres de votre réseau. Mmh. Et à la fois, sur un côté très entreprise, c'est quelque chose de très malin, c'est que bah, souvent, bah, tu as l'argent avant même d'avoir fait les produits. Donc, Ouais. ça sert à l'étape d'après, quoi. Est-ce que Ouais, tu peux nous ouais. parler de ça, en fait? Oui, oui, bah, tu vois, moi, enfin, j'ai dit: «On va faire un Kickstarter» parce que, bah, je regardais ce qui se faisait et c'est vrai que les gens qui font des instruments innovants, on n'est pas les seuls sur la planète à le faire, évidemment, mais ils sont la majeure partie anglo-saxons. Enfin, en tout cas, Mhm. pas français. Il y a quelques Français qui le font, mais on n'est vraiment pas nombreux et clairement, il y a, on l'a dit tout à l'heure, la musique, c'est universel et les instruments de musique sont universels. Le marché des instruments de musique, en France, c'est 4 du marché mondial. D'accord? Donc on est vraiment, c'est bien, hein, mais ça reste petit. Donc clairement, normalement, ça doit résonner à l'étranger, quoi, tu vois? Et Mhm. clairement, il faut faire, enfin moi, mon sens, ça n'a aucun intérêt de faire un instrument français, en soi. Heu ce qui est intéressant, c'est de faire un instrument et donc oui, on va partir là-dessus, le crowdfunding et les Kickstarter, moi je trouve que c'est une opportunité de dingue. Tu vois, on parlait des trucs qui ont changé, entre quand j'ai commencé, en 2002 et maintenant, bah, ça n'existait pas, hein, Kickstarter et tout ça, donc le Ouais. crowdfunding, ça n'existait pas. C'est génial. Tu peux parler de ton projet, de ce que tu as envie de faire à plein de gens et tu vois si ça résonne ou pas. C'est fabuleux, quoi. Donc il faut, pour moi, c'est un outil incroyable. Et ça a plutôt bien fonctionné, il faut dire quand même. Parce qu'il y a eu, vous avez fait combien? Deux campagnes, c'est ça? Moi, j'avais noté Sur des le tout jolis chiffres. premier, on a fait 90 000 €, un peu plus, 92, je sais plus, enfin Mhm. quasiment 100 000 €, donc c'était super. On en a fait un autre depuis où on a fait un peu plus de 200 000 €. Pour la petite anecdote, on est en train de aujourd'hui se lance, un crowdfunding, au Japon. Ok. Donc voilà, on fait des crowdfunding aussi dans d'autres pays, Plus dans d'autres localisé. langues, plus localisées. Moi, je trouve que c'est un outil génial pour aller voir si ça résonne sur un voilà, une population, un marché. Et tout ça, effectivement, comme tu le dis, sans avoir à produire les produits. Néanmoins, il y a quand même un besoin de plus en plus, de professionnels, ça s'est professionnalisé, hein, quand même, tous ces Mhm. Kickstarter et tout ça. Donc il y a un besoin d'avoir bien avancé sur ces protos, enfin, il y a déjà pas mal d'investissements qui sont faits, si tu veux, pour valider ton concept, hein. Tu peux pas juste y aller avec Oui. une idée, quoi. Et puis les gens sont prêts à financer et attendre 6 mois, 8 mois, mais peut-être pas plus, quoi. C'est-à-dire que Pas passer, plus et puis voilà, il y a eu des écueils, hein, oui. de gros trucs qui ont cartonné et où les produits sont jamais sortis. Donc Ouais. ça, voilà, nous, on y est allé à un moment donné, on savait qu'on saurait faire, si tu veux. Mhm. Donc il y a quand même déjà un investissement important en termes de R&D et d'industrialisation, Ça te pour permet de sortir les faire produits. effet de levier aussi, d'un point de vue Bien sûr. industriel, dans le sens où tu dis, Ah bah bah, bien voilà, sûr, j'ai 1000 personnes qui ont dit bien sûr. qu'elles voulaient un produit chez elles, je vais en produire plus. Est-ce que, ouais, ouais. Oui, oui, non, mais c'est une évidence, quand tu as des gens qui s'intéressent à ce que tu fais et qui ont précommandé un truc qui n'existe pas encore, c'est fabuleux, quoi. Donc non, non, pour le hardware, c'est un truc de fou, hein. Moi, je trouve que c'est extrêmement puissant et alors tu dis qu'on a bien réussi, c'est vrai qu'on a bien réussi, mais moi, je pense qu'on peut faire encore mieux, hein. Tu vois? Non, non, mais on l'a fait avec, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je pensais, vendre le le produit avant qu'il soit finalisé pour qu'une boîte fasse la commercialisation et le marketing parce que je viens pas de ce monde-là. Donc, tu vois? Alors pour faire une petite aparté sur l'entrepreneuriat, moi je connaissais bien mes forces et je connaissais bien mes faiblesses aussi et dans mes faiblesses, j'avais bien compris que j'étais pas du tout, bien câblé en marketing, en vente et tout ça, je savais pas faire et là, moi, depuis qu'on a lancé Jouer, donc depuis surtout les 3 dernières années, je ne fais que me former là-dessus, tu vois? Mhm. Donc j'apprends, en fait, j'apprends, donc voilà, je fais que ça et je pense que ça se voit dans ce qu'on fait. On s'améliore en termes de communication, on s'améliore en termes d'image, on s'améliore en termes
de proposition du produit, de voilà, de comment on en parle, de comment ça résonne avec les gens et c'est pas fini. Et voilà et tout ça pour dire que pour moi l'apprentissage il est constant en fait. C'est pas voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, il faut apprendre en permanence. Donc aujourd'hui, c'est 2 produits. Il y a le jouet musique, classique, on va dire, et il y a le jouet, pro. Alors attends, j'ai peut-être dit des bêtises. Il y a le Non, non, mais c'est bien, jouet c'est Play intéressant la et sémantique parce jouet qu'on est en pro. train tu vois, alors ça fait partie des trucs où, il y a plein de mots aujourd'hui qui sont encore, utilisés et on voit qu'on n'est pas encore tout à fait clair. Donc en fait, la société au début s'appelait Jouer, on l'a Ouais, renommée Jouer Music Instruments il y a 2 ans pour dire: «Non, on fait bien des instruments de musique». On avait le Jouet au départ qui s'appelait Jouer Jouer, voilà, c'était Jouer qui faisait jouer. On l'a appelé Jouer Pro, et puis là le nouveau instrument qu'on a sorti, on l'a Jouer Play, tu vois? Alors ça fait beaucoup OK. de jouer machin, jouer bidule. C'est pas on n'est pas encore au bout complètement de ce truc-là, mais clairement on tourne autour de jouer. Pourquoi jouer? Parce que c'est jouer de la musique, jouer, se faire plaisir, il y a la dimension du jeu quoi, voilà qui est présente et voilà, Bah, qui c'est est comme qui est l'iPad, cool. il y a le pro et Ouais, ouais, il y oui, a oui. le grand public normal, quoi. Et vous avez pareil, vous avez On n'a rien inventé de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on essaie de différencier une gamme où si tu veux, il y a la version pro qui est vraiment pour les gens qui font déjà de la musique, avec des ordinateurs et qui cherchent, comme j'ai dit tout à l'heure, un contrôleur, donc un truc qui se plug à leur ordi pour faire des choses un peu nouvelles. Et puis il y a la version Play, qui est vraiment là pour les gens qui connaissent rien à tout ça et qui veulent juste démarrer et où là, il y a une application qui vient avec, qui est extrêmement ludique, qui est très facile à utiliser, avec plein de tutos sur YouTube pour apprendre à jouer et cetera et de l'accompagnement donc voilà, c'est effectivement une gamme produit aujourd'hui, ouais. Mais et il y en a d'autres qui arrivent. Bah, je le souhaite, j'espère. Et dans ton plan là trimestriel de 90 jours, alors qu'est-ce qu'il y a à venir? Donc tu dis des nouveaux produits. Moi, j'ai lu que dans la stratégie de développement de l'entreprise, il y avait plein de choses. Il y avait des avenues potentielles dans des écoles ou des assos, etc. pour avoir l'objet joué comme un vrai outil à la fois de d'apprentissage, de lien social presque. Mmh, Donc il y a cette partie-là que je trouve hyper intéressante. Il y a aussi dans la stratégie globale de l'entreprise, ben, la distribution. On mmh. enregistre aujourd'hui 19 mai, au jour de réouverture des Ouais, magasins et des commerces non essentiels. Donc les magasins de musique vont réouvrir. Comment vous voyez les choses aussi? Je sais ouais. que voilà, il y a plein de choses qui est possible. On a parlé de Marie Mérouz, elle qui a fait un choix assez fort. Alors oui, certes, elle Mmh, est distribuée dans les réseaux physiques, mais elle a une grande partie de son chiffre d'affaires qui est faite par les Amazon, les mmh. marketplaces, etc. C'est quoi un peu vous ces Bah, écoute, éléments-là? ben, enfin, comme j'ai dit, je suis pas, tu vois, à la base, je suis pas un expert de tout ça, donc on apprend en marchant pour le coup, donc on va certainement faire des erreurs, on en a certainement fait déjà aussi, mais le tout maintenant, c'est de bien regarder et de rebondir assez vite, d'avoir des métriques. Clairement, nous, aujourd'hui, tu vois, il y a eu à peu près un peu plus de 3000 jouets dans le monde, dans plus de 50 pays aujourd'hui, tu vois, déjà. On a fait 80 de nos ventes en ligne, en direct sur notre site. Donc ça, c'est une Mhm. première métrique. On a fait 20 via des magasins de musique spécialisés et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec le jouet Play, comme effectivement, on a un instrument qui parle potentiellement à beaucoup de gens, bah, en fait, on essaie de sortir des réseaux classiques, des instruments de musique puisque les gens se mettent pas à la musique parce que ça leur fait peur, parce que les instruments font peur, donc ils vont pas aller dans un magasin spécialisé, tu vois? Mhm. Donc le tout, c'est de se retrouver dans des points de vente où, les gens vont, de manière générale et là, typiquement, bah, ce mois-ci, on démarre, j'ai le droit de citer des enseignes ou pas d'ailleurs? Je t'ai pas Ouais, ouais, demandé. vas-y. Enfin, moi, je suis très libre sur ce Ouais, toi, tu es podcast. Je fais libre, ce hein, que c'est je bon, veux. ouais. Non, voilà, donc on démarre avec les magasins Cultura, ce mois-ci. Génial. Donc ça, c'est hyper important pour nous, tu vois? Parce que ça fait vraiment des points, bah, où le produit va être, disponible en démonstration, donc pour nous, c'est super important. Et on a eu aussi une demande, tu vois, d'un espace, culturel Leclerc, où on va commencer Ok. aussi dans la région bordelaise là. Donc voilà, c'est des endroits où finalement, les gens vont pour la culture et cetera et c'est clair que ces gens-là, ils vont pas aller dans un magasin de musique, tu vois? Donc nous, aujourd'hui, on fait un objet qui est un instrument de musique, mais qui est aussi un peu, tu vois, proche du jeu ou de la console de jeu. C'est presque une console de jeu musicale, tu vois? Carrément. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on vient casser les codes avec ça. Donc mais ça veut dire que, par rapport à la distribution et tout ça, il faut se chercher aussi. Il faut savoir où est-ce que le produit résonne, pour qui il est fait
et où est-ce que ces gens-là vont pouvoir le trouver. Mmh. Donc on est en train de le faire, tu vois? C'est pas encore, complètement, finalisé. Tu as parlé aussi de ce qu'on fait sur le terrain. Moi, c'est un truc qui me tient à cœur parce que c'est bien le numérique et c'est bien internet et tout ça, mais il y a la vraie vie aussi dans le vrai monde avec les vrais gens, et moi j'y suis très attaché, et on a lancé une dynamique d'ateliers musicaux, entre les 2 confinements, et on a fait ça sous plein de formes différentes où, bah, on met des jouets play à disposition, et on fait des mini groupes, tu vois? De 3-4 personnes, et en 1 heure de temps, on leur apprend à jouer un morceau, et on a fait ça, comme ça auprès du grand public. On l'a fait dans des lieux culturels, les Vivres de l'Art à Bordeaux, à Darwin, on l'a fait à l'IBot, on l'a fait, dans des lieux comme ça. On l'a fait aussi avec, des associations, qui travaillent avec des jeunes, soit en formation, soit en réinsertion. Mmh. Dans des lycées pro, on l'a fait aussi avec des villes sous forme de stages, un peu longs pour des enfants, des quartiers prioritaires comme on dit aujourd'hui. Donc voilà, avec des gens qui normalement n'ont pas accès à ces outils-là, pas ces propositions, on leur a fait des stages d'une semaine pour les mettre à la musique, et c'est le côté très terrain de ce qu'on fait, hein, qui paraît peut-être bizarre pour, une start-up, comme la nôtre, mais pour moi, c'est hyper important. C'est ce lien, physique, et rencontrer les gens, et si on veut les mettre à la musique, bah, il faut ça se fait dans le monde réel, quoi, tu vois? Donc dans ce qu'on est Carrément. en train de faire pour répondre à ta question de tout à l'heure, on a d'un côté la distribution, tu vois, qui part vers une distribution, via des magasins grand public, mais quand même liés à la culture. Mmh. Et à côté, sur le web, on continue notre avancée, et typiquement, là, on est en train de travailler le côté communautaire, qu'on n'a pas encore travaillé pour l'instant. C'est-à-dire que aujourd'hui, les quelques milliers de personnes qui ont des jouets Play dans les mains, là, on est en train, normalement, ça sort aujourd'hui d'ailleurs, une newsletter qui sort aujourd'hui, mais J'ai vu ça, il y avait même, enfin, en tout cas, il y avait les prémices, tu vas me dire, ça fait partie de ouais, ça, mais il y a toute une série de tutoriels sur YouTube, où on ouais, peut commencer à apprendre des chansons de, The Weeknd, de, ouais. Björk, et cetera avec le jouet. Et effectivement, et ce côté, et en fait, ce qu'on va essayer de faire là, c'est de mettre ces gens, en réseau et en lien, et vraiment faire une communauté de players. On les appelle les players. Mmh. Parce que c'est bien d'avoir ton jouet chez toi, mais franchement, quand tu joues à plusieurs, c'est trop cool. Donc, on va vraiment faire cet effort de mettre les gens, et grâce à internet, on peut le faire, tu vois? Avec, des maps et tout ça. Là, il y a bientôt va sortir une maps où on va pouvoir voir où est-ce qu'il y a des players à côté de chez toi, quoi, tu vois? Et ça, c'est Trop génial bien. parce que ça va vraiment permettre de mettre les gens, en lien, et faire des ateliers ensemble, ou même se rencontrer juste à la maison autour d'un apéro, tu vois? Sortir les jouets, faire des choses ensemble et tout ça. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de faire un instrument du partage aussi, tu vois? Mmh. On partage une expérience ensemble, et bah, pour ça, il faut mettre les gens en réseau, quoi, et puis, bah, internet permet de faire ça, donc on va en profiter. Trop bien, trop bien. Bon, vous avez vu, hein, là, le podcast commence à devenir, un peu plus long que d'habitude, mais moi, Désolé. voilà, je suis non, 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 mais c'est tellement passionnant, et puis, c'est tellement riche, c'est vrai que les limites, on a encore même trop peu de parler de jouer, mais voilà, tout est à faire et Oui, on est au début de l'histoire, hein, c'est juste ça qui est important, c'est on est au début de l'histoire, on a plein de choses à venir, mais clairement l'ambition, elle est de moi, j'ai vraiment envie que ce qu'on fait, tu vois, quelqu'un qui veut se mettre à la musique, il doit commencer par un instrument de chez Jouer Musique, quoi. mmh, plus question aujourd'hui de revendre, l'entreprise? Non, plus du tout, vraiment l'envie de la développer, de la faire grandir, et de devenir un acteur majeur dans ce marché-là, tu vois? C'est vraiment ce que j'ai envie de faire, parce que je me dis: «Bah, c'est trop bête, maintenant on a fait tellement de chemin et tout ça, que de toute façon, moi c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ma passion, donc je vais la continuer le plus longtemps possible». Et puis ça résonne, c'est-à-dire que ce projet, il fait parler, et je vois que ce qu'on met sur la table aujourd'hui, ça parle aux gens, quoi. Donc bah, on continue, on avance. Ouais, ouais, c'est tout ce que je vous souhaite, du plein de succès et puis, avant de conclure, des questions, je pose toujours des questions un peu plus personnelles, même si là, tout au fil de l'eau, tu as fait cet exercice de nous parler de toi à travers des projets et je te remercie, pour cela. Avec plaisir. Si, donc je l'ai entendu que, il fallait, quand même avoir une forme de connexion à soi-même au final, pour, entreprendre, parce qu'entreprendre, on l'a entendu, c'est les montagnes russes, des fois c'est très, très haut, des fois ça tombe bien bas et ensuite ça repart vite, des fois plus doucement. Est-ce que toi, il y a une qualité en particulier que tu vois, que tu as développée ou alors, aussi avec tes cofondateurs en fait, Mmh. quels sont les traits de personnalité, que tu essayes de travailler? Tu nous as dit que tu essayais de continuer d'apprendre. Je pense que ça, Mmh. c'est aussi très, très important. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Est-ce que tu as des petits, Ouais. insights, Oui, bah, je dirais que je pense que déjà,
la personne qui a envie d'entreprendre, elle a forcément de l'énergie en elle assez forte. Ça, c'est quelque chose de que je re que enfin, qui est en commun avec tous les entrepreneurs que je connais. Il y a une vraie énergie, et le tout, ça va être d'apprendre à la canaliser et à la mettre au bon endroit. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça le travail de l'entrepreneur, parce qu'on peut dépenser beaucoup d'énergie dans des choses inutiles et c'est fatigant, donc faut pas le faire. Mais pour la mettre au bon endroit, beh, faut avoir une grille de lecture de soi-même et de ce qui résonne quand on fait une proposition. Moi, ça passe par des choses, aujourd'hui que je développe qui sont, apprendre à se connaître soi-même. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Je suis aidé autour de moi pour ça, mais il y a plein de techniques aujourd'hui pour apprendre à mieux se connaître et j'ai parlé du corps et j'y reviens, moi, j'ai beaucoup appris par le langage du corps qui parle, des fois beaucoup plus que la psyché. Après ça dépend des gens, hein, c'est voilà, mais moi je suis passé par là et je pense que c'est important. Je continue tous les jours, tu vois? J'ai une petite routine, moi tous les matins, je fais des exercices, physiques pour, voilà, pour m'étirer, me détendre, respirer et cetera. C'est une routine matinale maintenant, tu vois? Mmh. Ça dure, 15 minutes, hein, c'est pas long, mais voilà, ça me met dans Ça te mon corps, ça lance. me met dans mon énergie et ça me lance. Et puis le 2e, la 2e chose que je peux que conseiller, c'est vraiment c'est le partage et la communication et je pense que c'est, le truc c'est pour ça aussi que 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 je parle aujourd'hui avec toi, c'est que, c'est l'échange quoi. On fait rien Mmh. tout seul quoi, donc on fait que des choses, avec des gens et tant mieux et c'est ça qui est beau, donc on oublie enfin souvent, tu vois, dans l'entrepreneuriat ou dans les entreprises, on montre: «Ouais, on a levé tant, il y a ci qui s'est passé, on a lancé tel produit». Mais c'est des gens derrière quoi, tu vois? Et moi le truc qui me fait kiffer et que j'adore, c'est travailler avec des gens, tu vois? Mmh. Donc ce qui est génial, c'est, quelqu'un comme moi, tu vois, j'ai une idée. Moi aujourd'hui, j'ai propulsé cette idée, elle est sortie de ma tête il y a 5 ou 6 ans là et aujourd'hui, on est, 15 à travailler dessus tous les jours, à s'éclater, à faire des trucs et tout, avec des hauts et des bas, hein, il y a des choses Ouais. stressantes aussi, hein. Mais c'est génial de pouvoir partager ça avec autant de gens et ça ne se fait que si tu en parles et si tu partages et le partage, c'est dans les 2 sens, hein. C'est aussi savoir écouter, c'est savoir, raisonner avec les gens. Aujourd'hui, l'entrepreneur, enfin en tout cas pour ma part, moi voilà, tu vois, j'ai des idées, et après si elles résonnent, tant mieux et puis, bah, moi, mon job à moi, c'est d'avoir des équipes qui soient motivées par ce qu'on fait et aussi d'avoir des gens talentueux qui vont pouvoir faire plein de choses que moi je sais pas faire, tu vois? Mmh. Moi, je sais pas faire un produit, tout seul comme on a fait là, je suis incapable de le faire. Je m'appuie sur des compétences, et des talents, tu vois? Ce qu'on fait sur le web aujourd'hui, je suis incapable de le faire moi-même. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir une proposition et puis de trouver les gens qui vont raisonner avec ça et puis leur laisser toute la place qu'il faut pour qu'eux-mêmes soient créatifs et hyper performants dans leur domaine, quoi. Top. Et puis, en effet, quand on porte, cette idée avec, autant de passion, c'est quand même en général, plus facile, pour fédérer et attirer des talents. Oui, C'est oui, c'est certain. mais alors et juste un dernier mot, c'est pas forcément évident de savoir ça, de le comprendre. C'est-à-dire que ça, c'est une tu vois, moi, je partage ça, de manière assez forte, mais j'ai mis longtemps à comprendre que que j'embarquais les gens avec moi, tu vois? Moi, c'était juste ma nature, je faisais ça, voilà. Donc c'est difficile de se lire soi-même, Mmh hein. mh. C'est difficile d'être jugé parti. Mais il y a quand même des outils pour le faire et un des meilleurs outils, c'est quand même de parler avec des gens et de voir ce qu'ils vous renvoient. C'est quand même une bonne manière de faire. Top. J'avais une question, aussi, j'ai l'impression que, bah, si on reprend, le Pascal quand il avait 16-17 ans, 18 ans, j'en sais rien, qui était passionné de musique, qui aimait la techno ou en tout cas l'électronique. Euh, Aujourd'hui, tu vois, j'ai l'impression que tu as quand même, à travers tes projets, réalisé un certain nombre de rêves, de kiffs, tu vois, parce que tu l'as dit, tu as eu l'opportunité de voyager, tu as fait des projets vraiment marquants. Tu vois, enfin, je pense que si on t'avait dit tu auras un produit qui sera utilisé par des artistes internationaux, tu vois, ce genre de truc, monter des boîtes, enfin, j'ai l'impression que ça a été très dense. Est-ce que voilà, t'as encore des rêves, des trucs qui te stimulent, que tu aimerais atteindre, alors à travers jouer ou pas? Oui, oui, j'en ai encore plein, en fait, déjà sur jouer, moi ce que j'ai envie de faire, c'est
c'est d'avoir, aujourd'hui, tu vois, jouer, c'est pas encore rentable, hein. Donc ça, c'est Mmh. aussi un des trucs. On fait du hardware, et cetera. On le fait en France, on fabrique en France, on travaille avec des belles matières, et cetera. Donc Oui, on l'a pas c'est dit, on mais les gens vont dire, il en parle trop souvent dans son podcast, mais la Dordogne, parce que vu que moi je viens de Dordogne, mais vous faites une partie des produits, le bois, je crois, vient de Dordogne, c'est Alors, ça? non, en fait, c'est l'assemblage total, c'est Ah, l'électronique et l'assemblage. l'assemblage final est fait en Dordogne, donc le produit est Ok. vraiment, made in Dordogne. Non, le bois vient est usiné à côté de est usiné à Cholet, Ok. et c'est du bois qui vient de forêts, La gérées frontière. durablement de l'est de la Ouais. France. Voilà. Ok. Et oui, je sais plus ce qu'on disait, mais Pardon. voilà. Sur Oui, les donc rêves. oui, sur les envies, moi aujourd'hui j'ai envie que jouer ça devienne une entreprise rentable assez vite. J'ai envie de mettre le maximum de gens à la musique, grâce à tout ce qu'on fait, que ce soit nos instruments, mais aussi les ateliers, et cetera. Voilà, donc ça c'est mes envies et c'est déjà tu vois, c'est déjà un gros projet quoi, en soi, de faire ça. J'ai vraiment envie de changer la pratique musicale pour que ce soit beaucoup plus simple et plus fun et plus sympa pour tout le monde et que ça devienne, plus un truc ludique et sympa plutôt qu'une corvée, tu vois? Les gens qui se mettent à la musique, c'est une corvée, quoi. Ah, beh, ça doit pas être une corvée, ça doit être un plaisir. Voilà. Donc ça, c'est mon premier objectif et ça va me prendre quelques années avant d'y arriver. Et j'ai un deuxième objectif perso, c'est d'arriver à certainement lever le pied sur l'opérationnel, dans les années qui viennent parce que, il y a des gens bien meilleurs que moi là-dedans et puis parce que j'ai aussi, déjà mis beaucoup d'énergie dans jouer. Je vais en mettre encore, mais l'énergie elle est pas, tu sais, c'est des cycles. Il y a des moments de régénération, nécessaires et je sais que ce moment de régénération d'ici, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais peut-être que dans 2 ans, j'aurai besoin de me régénérer, tu vois? Donc je vais faire en sorte de laisser la place opérationnelle à pas mal de gens dans ce projet, pour que ça roule en fait, tu vois? Et que j'ai le temps de me régénérer. Excellent. Merci pour tout ça. J'ai souvent l'habitude de terminer en demandant à mes invités si il y avait une ressource marquante ou un outil, quelque chose qui a été important pour toi. Ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être la rencontre d'une personne à qui tu voilà, aimerais faire un clin d'œil pour terminer, ou une citation ou un conseil qu'on t'a donné. Bref, voilà, un mot pour terminer. Écoute, enfin, en fait, il y a une personne qui m'a pas mal marqué, au moment de cette transition-là, à la fin de Stanton et avant le début de jouer, où je me suis posé pas mal de questions sur moi-même et cetera et ce gars s'appelle Ken Robinson, je sais pas si tu le connais, c'est un Anglais, qui a fait un TED, une conférence TED assez incroyable, qui est une des plus vues, au monde, qui s'appelle, «Est-ce que l'école, tue la créativité?» Ah oui, oui, J'invite oui, vraiment tout exact. le monde à regarder ça. C'est Oui, elle est déjà, il est géniale. hyper drôle avec un humour anglais, incroyable, mais le fond est juste hallucinant et ce gars-là a écrit un bouquin, qui s'appelle «Trouver son élément». Mmh mh. Moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé, dans cette période entre 2, savoir ce que je voulais faire et cetera et à me reconnecter, tu vois, à mes passions et à ce que j'avais envie de faire et comprendre où est-ce que j'étais bon et pas bon. Il a vraiment développé ça avec une démarche assez bien fichue. Tu te poses des questions et tu dois y répondre et ça te permet de vraiment orienter, de te comprendre et savoir où tu as envie d'aller, tu vois? Pour moi, c'est un outil, hyper fort. Ça m'a beaucoup aidé à me lancer, à me relancer, tu vois? Et donc je ne peux que, Parfait. dire que Ken Robinson, Recommandé. c'est quelqu'un d'important. Voilà. Excellent. Ouais, beh, je partagerai en effet le TED que j'ai vu il y a plusieurs années et que, bah, je vais m'empresser de revoir là peut-être, durant ma pause déj. Le livre, en effet, là, je viens juste de regarder le titre dans son ensemble, c'est «Trouver son élément, comment Ouais. découvrir ses talents et ses passions pour transformer sa vie». C'est marrant parce que ce subtitle-là, on pourrait presque le mettre, en titre de l'épisode pour toi, je Bah, tu vois, trouve. c'était pas j'ai pas fait exprès, hein, parce que je savais pas que tu allais me poser cette question, mais voilà, ça résume assez bien. Excellent. Merci beaucoup Pascal. Je pense qu'on a fait un Ouais, sacré tour. bon, C'était super. très riche et hyper intéressant. Merci pour toi, pour ça, pardon, pour tout ce partage. Merci à Plein de toi. succès à jouer. Allez suivre, en effet, jouer et les vidéos que vous partagez. Comme vous l'avez entendu, l'entreprise se développe, donc il y aura certainement besoin de talents à de nombreux postes. J'imagine que vous ouvrirez des postes Ouais, dans les mois et absolument. les années à venir.
Et puis, vous aviez fait partie de ces premières entreprises qui avaient ouvert leurs portes lors de la première édition de Open Ouais, Startup. J'espère absolument. bien vous avoir encore une fois lors de Ah ouais, la bah, nous, ce prochaine sera édition. toujours ouvert, c'est chez nous, c'est toujours ouvert. Moi, j'ai rien à cacher, donc venez nous voir, venez échanger, venez nous voir, Et tester les produits, en avec fait. mais ouais, c'est du monde réel, c'est de l'expérience, voilà, venez tester les Ex- produits, mais même au-delà des produits, venez échanger. Moi, je suis toujours ouvert pour échanger, avec plaisir. Excellent. Ben, je mettrai tes informations de contact, par exemple, Ouais, si on veut te contacter via LinkedIn, par exemple, ouais, bien c'est peut-être sûr. le plus Ouais, pratique. ouais, Ok, complètement. top. Eh ben, Super. merci Pascal, et Merci à toi, puis Guillaume. à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Salut. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour soutenir le podcast, rien de plus simple. Partagez-le sur vos réseaux. Voilà, je vais faire très court pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un autre épisode.